curieusement, à partir du moment où tu veux travailler gratuitement, alors là, les clients se bousculent au portillon. Tu as déjà remarqué aussi que le nombre de partenariats que tu peux tisser explose quand on parle pas d'argent. C'est fou, non? Mais dès que tu commences à parler d'argent, il n'y a plus personne. C'est drôle comme on te vend souvent le partenariat comme un accélérateur magique de ton activité. Fais des partenariats, tu vas travailler avec des boutiques, avec des marques, avec des lieux reconnus et les clientes, elles vont arriver. C'est vrai qu'un partenariat bien mené peut être un formidable levier. Mais pour cela, il faut qu'il soit pensé, cadré et surtout équilibré. Aujourd'hui, je te donne un mode d'emploi ultra concret pour savoir comment choisir le bon partenaire, poser un cadre clair, sécuriser la communication et éviter les déséquilibres. Tout cela pour faire durer la collaboration sans t'épuiser. Tu l'as compris, cet épisode va être full valeur ajoutée, alors je t'invite à t'installer confortablement, prendre de quoi noter et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 96 du podcast Happy Personal Shopping. On se rapproche des 100 et vous le savez, je vous ai déjà annoncé une surprise pour l'épisode 100, mais à vrai dire, dès l'épisode 99 déjà, ce sera une belle surprise. En attendant, comme je viens de te l'annoncer dans l'introduction, on va parler des partenariats. C'est un sujet qui touche toutes les conseillères en images, personal shoppers et stylistes personnels, que ce soit au début ou au cours de leur activité professionnelle. Et surtout quand on commence, on se dit qu'un partenaire, c'est top pour pouvoir être visible plus facilement parce qu'on sera deux à développer la communication autour d'un événement, d'un projet, etc. C'est vrai que le partenariat, ça apparaît souvent comme une solution miracle pour trouver des clientes rapidement. Associe-toi avec une boutique, un centre commercial, un salon de coiffure et tout va décoller. Eh bien, c'est vrai, mais seulement si c'est bien fait. Parce qu'un partenariat, ça peut aussi être source de déséquilibre, de quiproquos et de perte de temps et d'énergie. Alors aujourd'hui, je te propose de rentrer très concrètement dans le détail en m'appuyant notamment sur mes expériences. Alors aujourd'hui, je te propose un guide complet et très concret avec les bons conseils, les erreurs à éviter et surtout tout ce dont tu auras besoin pour construire un partenariat qui dure dans le temps. Dans un premier temps, on va se demander pourquoi ça peut être intéressant de nouer effectivement un partenariat. Première raison, bien tout simplement pour la communication, parce que le fait de s'appuyer sur quelqu'un qui est déjà implanté, que ce soit un lieu ou un professionnel, c'est le moyen aussi de bénéficier de son réseau pour se développer. Super point. Le deuxième point, c'est que tu vas pouvoir offrir une meilleure expérience à ta cliente ou à ton client en lui apportant des compétences que tu n'as pas et que tu vas aller chercher chez quelqu'un d'autre. Ça peut être une maquilleuse, une coiffeuse, ça peut être une experte en danse de salon, pourquoi pas. Bref, tu as un éventail de possibilités. Et troisième point, ça permet aussi de partager les coûts. Parce que oui, s'associer, ça permet aussi de louer un espace un peu plus grand, un peu plus cher, un peu plus prestigieux, de partager les frais de l'organisation d'un événement par exemple, etc. À plusieurs, c'est forcément plus léger aussi en termes d'organisation. Mais attention, un partenariat, ce n'est pas un raccourci vers la réussite. Et ça, j'aimerais vraiment que tu en aies conscience. Ce n'est pas non plus une solution pour éviter de faire ta communication. Parce que je te vois déjà te dire « Ouais, chic, j'aurais pas besoin de faire ça, me montrer en vidéo, j'ai pas envie, etc. » Oui, c'est vrai. Dans un premier temps, tu vas pouvoir éviter ce passage-là. Mais en réalité, à un moment ou à un autre, si tu veux être visible, il va falloir que tu communiques toi pour toi-même. Mais c'est un autre sujet. Surtout,
Le partenariat, tu dois comprendre que c'est un projet à part entière. C'est quelque chose qui va te prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que tu vas devoir travailler avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre n'est pas dans ton entreprise, ce qui fait que tu vas devoir t'adapter à cette personne, trouver des compromis pour travailler ensemble de la manière la plus efficace possible. Donc, c'est un projet à part entière que tu ne peux pas négliger. Et il faut vraiment y penser, il faut le cadrer. Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes? Deuxième point. La première erreur, ça va être de dire oui trop vite. Tu vas rencontrer quelqu'un, un partenaire potentiel, ça match, vous vous entendez super bien, c'est génial, et vous dites oui comme ça sans réfléchir. C'est humain, surtout quand on commence, on se dit waouh, trop bien, un centre commercial qui veut bosser avec moi, la classe. Mais avant de t'engager, pose-toi ces 4 questions, c'est hyper important. Premier pilier, est-ce que toi et la personne ou l'entreprise, vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez la même vision des choses? C'est hyper important de creuser là-dessus parce que c'est là où tu vas pouvoir te rendre compte si la personne, tu peux travailler avec elle. C'est un peu comme un entretien d'embauche au final. La personne avec qui tu as envie de travailler, tu vas d'abord la rencontrer, savoir si tu pourrais discuter avec elle à la machine à café ou si vous allez vous battre à chaque fois que vous allez prendre la parole. Donc c'est très important que tu fasses ce point sur les valeurs. Deuxième point, est-ce que tu as confiance en cette personne? Et là, il n'y a pas, mais il n'y a vraiment pas de bémol. C'est soit tu lui fais confiance, soit tu ne lui fais pas confiance. Il n'y a pas d'entre-deux. Et ça, je tiens vraiment à insister là-dessus parce que la confiance, elle est indispensable si tu veux que ton projet fonctionne. Le troisième point, est-ce que tes objectifs à toi et les objectifs de la personne, du lieu sont compatibles? Parce qu'en effet, si toi tu vises quelque chose et que la personne ou l'entreprise vise autre chose, ça ne marchera pas. Il faut que vous alliez dans le même sens, avec les mêmes valeurs, comme on l'a dit, mais avec le même objectif aussi. Quatrième point, est-ce que vous avez la même vision de la qualité du service que vous allez apporter? Parce que ça aussi, c'est important. Si toi, tu as une démarche un petit peu plus haut de gamme que la personne avec qui tu vas travailler, ça ne fonctionnera pas. À l'inverse, si toi, tu es beaucoup plus dans l'atmosphère conviviale, etc., et que la personne avec qui tu veux travailler ne l'est pas, eh bien, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, comme tu peux le voir, c'est pas aussi simple que ça. Un partenariat, ça va nécessiter de ta part et de la part de la personne en face de toi d'un investissement de temps pour déjà mieux vous connaître, pour savoir si vous pouvez travailler ensemble. Pour cela, il n'y a rien de tel qu'un test grandeur nature avec de vraies clientes. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment le cadrer. Et je t'invite à prendre toutes tes précautions par rapport à ça. Comme tu l'as compris, ces 4 points sont les 4 piliers nécessaires d'une bonne collaboration. Après, tu l'appelles comme tu veux. Partenariat, association, c'est comme tu veux. Le mot importe peu en fait, que tu sois payé ou non d'ailleurs. Ce qui compte, c'est simplement le fait que toi, tu vas t'engager avec du temps, de l'énergie, parce que tu vas t'engager, parce que ce projet va prendre de la place dans ton agenda, et peut-être plus de place que tu ne l'as imaginé au départ. C'est tout à fait naturel. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas comment la personne travaille. Est-ce qu'elle travaille plus vite que toi? Ça, c'est hyper important aussi de le savoir. Si toi, dès qu'on te dit un truc, ça y est, le lendemain c'est fait, ou si au contraire, il te faut un peu plus de temps pour démarrer, eh bien forcément, ça va avoir un impact si la personne, elle est beaucoup plus speed, par exemple. Donc fais attention aussi à ça. Il faut qu'il y ait une cohérence entre vos rythmes, entre vos façons de faire pour que ça fonctionne. Parce qu'un partenariat sans alignement, c'est comme une garde-robe sans basique, ça ne tient pas longtemps. Erreur numéro 2, ne rien clarifier. Oui, tu as bien entendu. Une fois que tu as posé les bases, je le répète donc, les valeurs, la confiance, les objectifs et la vision, une fois que tu as posé ces bases-là, tu vas devoir venir les clarifier. Parce que c'est pas parce que toi, tu as fait le point intérieurement et tu te dis OK, c'est bon, je peux travailler avec la personne, que c'est le cas. Elle aussi a besoin de faire ce lien avec toi. Et le fait d'écrire les choses, c'est hyper important. Si tu veux travailler avec quelqu'un, tu ne dois absolument pas faire ça comme ça à la légère. Tu dois prendre le temps de comprendre ce que la personne dit, veut et aussi de comprendre ce que toi tu veux. Le fait de dire on se comprend, on n'a pas besoin d'écrire, c'est une fausse bonne idée. Toujours, même entre des personnes de confiance, on passe par l'écrit parce que tu le sais, les écrits restent. Au minimum, un email récapitulatif et idéalement un contrat de prestation. Car oui, un partenariat, c'est une prestation. Donc, un contrat de partenariat, ça va être l'idéal que vous allez pouvoir contracter ensemble.
C'est-à-dire que, en fonction de la façon dont tu travailles avec la personne, est-ce qu'elle est prestataire, est-ce que tu es cliente, est-ce que vous êtes partenaire, tout dépend ensuite aussi de ton statut juridique. Je ne m'aventurerai pas sur ce sujet-là que je ne maîtrise pas, mais je sais que dans mon cas, la plupart du temps, il y avait une relation prestataire-client. Et c'est souvent le plus simple puisque le client peut donner les éléments dont il a besoin au prestataire et ensuite on s'entend sur un tarif et une exécution de tâches. Donc ça peut être totalement suffisant pour toi. Si ça ne l'est pas et que tu as besoin d'un contrat de partenariat, je t'invite à prendre rendez-vous avec un avocat qui pourra vraiment t'éclaircir sur ce point, mais vraiment, j'insiste sur la nécessité pour toi de cadrer les choses légalement, juridiquement. C'est hyper important parce que c'est ça qui va faire foi en cas de problème. Et crois-moi, les problèmes, parfois on ne les voit pas arriver, mais ils arrivent quand même. Ce que tu dois clarifier dès le départ avec la personne et donc faire figurer dans ce contrat, c'est quoi? Premièrement, qui fait quoi? Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Ben, tout simplement pour éviter de vous marcher dessus, pour éviter de faire deux fois la même chose, mais aussi pour éviter que l'un vienne phagocyter le travail de l'autre. Donc c'est hyper important de bien définir, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et si tu ne le fais pas, malheureusement, tu t'exposes à des risques que la personne fasse quelque chose que toi tu avais déjà prévu de faire ou fasse quelque chose à ta place. Si tu veux garder un minimum de cohérence, tu dois garder le contrôle sur la sphère d'activité de chacun. Deuxième point, qui communique avec qui? Est-ce que la personne qui travaille avec toi, ton partenaire, communique avec tes clientes? Est-ce que vous communiquez toutes les deux? Est-ce que vous avez une communication commune ou est-ce que c'est chacun pour soi? Ça doit être écrit parce que là aussi, s'il y a un flou, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Troisième point, quels sont les tarifs, la répartition des revenus ou des dépenses? Parce que si tu organises un événement, il va falloir payer des frais annexes comme la location de la salle, le traiteur. Et si tu vends une billetterie, comment est-ce que tu répartis les bénéfices de cette billetterie? Parce qu'à partir du moment où tu as des frais, qui est-ce qui les assume? Est-ce que la personne a déjà une salle et ça lui coûte pas plus cher et à ce moment-là, elle apporte cela dans le contrat et c'est super, tant mieux pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez devoir louer une salle et à ce moment-là, qui paye? Qui fait l'avance de trésorerie? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la personne? Comment est-ce que tu te protèges si jamais l'événement est annulé? Bref, tu l'as compris, c'est là où l'avocat peut vraiment être une aide pour toi et c'est aussi pour ça que tu peux pas faire les choses à la légère. Si tu veux organiser un événement, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut nécessairement une structure, un cadre qui va te permettre justement d'organiser l'événement dans de bonnes conditions. Quatrième point, quelle est la visibilité que vous allez vous apporter l'une à l'autre? Donc la personne en question, qu'est-ce qu'elle va faire auprès de son réseau, de sa communauté? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et comment est-ce que vous allez estimer cette visibilité? Parce que si tu veux que ça marche, il faut que le contrat soit win-win. Si ce n'est pas win-win, ça ne fonctionnera pas. Je pourrais te donner plein d'exemples, mais je vais en garder un seul. Est-ce que tu peux me dire la dernière fois que tu as fait quelque chose en partenariat avec quelqu'un où tu as eu l'impression qu'en fait, c'est pour elle que tu as travaillé et pas pour toi? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de t'investir et de ne pas avoir le juste retour par rapport à l'investissement que tu as eu? Ça peut être une expérience associative, ça peut être une expérience dans ta vie personnelle, peu importe. Mais à partir du moment où il n'y a pas de cadre établi, le risque est là que tu t'investisses et que tu n'aies pas de retour sur ton investissement. Ça peut paraître vénal ce que je dis, mais ça ne l'est pas. C'est juste une histoire de juste milieu et d'équilibre. Parce que si le partenariat tient, c'est parce qu'il y a justement cet équilibre. Si l'une des deux parties se sent flouée, si l'une des deux parties sent qu'elle y perd par rapport à l'autre, ça ne pourra pas durer dans le temps. Et donc, c'est très important que tu fasses le point là-dessus. Je te donne un exemple. J'ai été démarchée par un salon de coiffure qui voulait nouer un partenariat. Et dans ce partenariat, il était question d'accompagner les clientes du salon de coiffure qui avaient besoin d'une prestation de conseil en images. Cette prestation, elle était vendue, proposée par le salon de coiffure. On s'est mis d'accord, sur les termes, etc. J'avais pas signé de contrat à l'époque, c'était une erreur. Parce qu'en effet, j'ai travaillé pour la personne, je me suis investie, j'ai créé tout un tas d'outils pour le salon de coiffure. Et au final, j'ai seulement eu une cliente accompagnée et ça ne m'a rien rapporté du tout. Donc j'ai perdu du temps, de l'énergie, j'ai donné mon savoir-faire gratuitement et je n'ai rien eu en retour. Ce qui fait que je me suis sentie flouée, je me suis sentie déconsidérée. Et pour le coup, forcément, ce salon de coiffure, il est blacklisté parce que je sais que si je retravaille avec elle, ce sera la même chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans mon entourage familial, c'est que les gens, quand ils ont trompé ta confiance une fois, tu peux être sûr qu'ils vont recommencer.
Donc fais attention, c'est difficile à gagner la confiance. Une fois qu'elle est posée, elle est là pour de bon. Donc, si la personne en qui tu as confiance te déçoit, alors là, c'est rédhibitoire, c'est niette, pas de seconde chance. Je peux te paraître un peu caricatural là-dessus, mais c'est tout simplement une manière de se protéger. Parce que oui, il peut y avoir des circonstances atténuantes et alors à ce moment-là, on en parle ensemble. Mais si la personne a délibérément rompu la confiance, alors à ce moment-là, tu peux être sûr qu'elle te trahira à nouveau. Donc fais attention à toi. Dans le cadre du salon de coiffure, j'avais accordé ma confiance au dirigeant du salon et au final, tu vois, je m'en suis mordu les doigts. Donc je sais que ça ne passera plus. Suite à cette expérience, j'ai été beaucoup plus sélective dans les partenariats que j'ai acceptés. Parce que cette histoire de confiance, c'est quelque chose qui est primordial. Dernier point que tu dois clarifier absolument avant de commencer, avant même de faire quoi que ce soit, c'est de clarifier la sortie du partenariat si ça ne fonctionne pas. Car oui, malheureusement, et j'ai plein d'exemples à te donner, les partenariats, parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, eh bien, c'est très compliqué si on est déjà endetté, si on a investi dans un lieu, si on a investi dans un traiteur, etc., etc. Donc, limite la casse. Fais d'abord l'état des lieux, pose le cadre, fais-toi aider par une avocate. Si tu as besoin de quelqu'un, je te conseille quelqu'un, envoie-moi juste un MP sur Instagram, parce que c'est hyper, hyper, hyper important. C'est la base de tout. Et si la personne ne veut pas signer de contrat, bah, ça te donne un indice aussi de son état d'esprit. Erreur numéro 3. La troisième erreur, tu vas voir, elle est en fait liée à ta gentillesse et à ta loyauté naturelle. Parce que si tu es comme moi, tu te dis que la personne, elle est aussi positive et bienveillante que toi. Et que donc forcément, si toi, tu fais quelque chose, ben, c'est naturel que la personne fasse la même chose. Or, ça ne l'est pas. Pas du tout. Et là, je vais parler des accords Toltec. Ne fais jamais de suppositions et deuxièmement, attention à tes perceptions. Ne prends rien personnellement. Ces deux éléments-là sont clés sur ce troisième point. Pourquoi? Parce que la réciprocité n'existe pas si elle n'est pas actée, si elle n'est pas posée, si elle n'est pas cadrée dès le départ. Et je t'assure, si j'avais vraiment pris le temps de faire attention à ça, j'aurais peut-être gagné beaucoup de temps et d'énergie dans les 15 dernières années. L'exemple typique qui m'est arrivé, c'est de travailler avec quelqu'un, un coiffeur, un maquilleur, qui tu veux, de lui envoyer des clientes et de ne jamais avoir de retour. Pas de cliente, pas même un merci. Oui, ça m'est arrivé. C'est très frustrant. Mais pour le coup, la responsabilité, elle est de ton côté. C'est un problème de cadre en fait. Parce que si tu ne mets pas un cadre clair, et on en revient donc au point numéro 2, eh bien c'est normal en fait. Parce que toi tu penses que c'est naturel, mais en réalité ça ne l'est pas. La réciprocité, ça se construit, ça se pose et ça se teste. Et en fonction des tests, à ce moment-là, tu peux la contractualiser. Mais en attendant, j'ai d'autres exemples à te donner. Sur la communication, par exemple. Tu vas travailler avec une grande marque. Et là, tu te dis, génial, je vais travailler avec cette grande marque, ils vont parler de moi sur leur Instagram, donc je vais avoir plein de vues, plein de nouveaux abonnés, trop bien. Oui, mais non, si tu n'as pas posé le cadre, eh bien la grande marque, elle ne va peut-être pas publier que tu vas intervenir dans un de ses magasins. Et toi, tu vas poster, donc tu vas faire de la publicité pour la marque, mais la réciproque n'est pas vraie. Et tu vois, cette histoire de réciprocité, ça tient à pas grand-chose en fait, hein. Mais ça peut être tout simplement ça. Donc pense-y. Le problème, c'est que tu n'as pas posé de cadre. Donc mon conseil, ce serait de proposer un test sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Chacun envoie des clientes à l'autre et ensuite on fait le point. Si ça fonctionne, parfait, on continue. Si ça ne fonctionne pas, si c'est déséquilibré, à ce moment-là, soit tu ajustes, et c'est tout à fait OK, parce que l'erreur est toujours dans le process, soit tu arrêtes, parce que ça ne sert à rien de perdre ton temps avec quelque chose qui n'est pas en ta faveur, qui n'est pas équilibré. Un partenariat, ce n'est pas une amitié. Et ça, c'est très important et c'est aussi pour ça que je vous invite à faire attention si vous travaillez avec vos amis, si vous travaillez avec des collègues qui sont avant tout des amis avant d'être des collègues. Qu'un collègue devienne un ami, ça c'est autre chose. Mais si vous partez d'une amitié, alors là, warning, rouge, red flag, tout ce que vous voulez, alarme, tout, attention. Parce que quand on est ami avec quelqu'un, on est dans l'émotionnel, on n'est plus dans le cadre factuel et professionnel. Or, si tu veux que ton partenariat fonctionne, tu ne peux pas être dans l'émotionnel. Ça n'est pas possible. Un partenariat, c'est une collaboration professionnelle. Elle doit être juste, elle doit être claire, elle doit être équilibrée. Et les émotions n'ont rien à faire là-dedans. Quand je travaille avec quelqu'un, je ne mets pas d'émotionnel.
Parce que justement, cet émotionnel, c'est ce qui va faire qu'à un moment ou à un autre, eh bien, ça va flancher. Et je peux encore te donner plein d'exemples. La base d'une collaboration qui fonctionne dans le temps, c'est un cadre qui soit professionnel, clair, rigoureux et qui est loin d'être émotionnel. Voilà pour les erreurs à ne surtout pas commettre. J'espère que tu as eu le temps de noter, mais si ce n'est pas le cas, écoute bien. Première erreur, aller trop vite et oublier de vérifier que vos valeurs sont communes, vos objectifs, votre vision et que tu as confiance en la personne. Ça, c'est le premier point qui est indispensable. Deuxième point, il faut poser un cadre, il faut clarifier les choses du mieux possible et en particulier comment ça se passe si ça va mal. Même si c'est quelqu'un que tu connais déjà, même si c'est quelqu'un en qui tu as confiance, tu dois poser ce cadre et l'idéal, c'est de le faire à travers un contrat. Un contrat qui peut être plus ou moins simple. Fais-toi accompagner si tu vas travailler avec une marque ou une autre entreprise par un avocat parce que là, pour le coup, c'est encore plus important. Et c'est même signe de professionnalisme. Troisième point, ne crois pas à la réciprocité. La réciprocité, elle n'existe pas tant que tu n'as pas testé. Donc, vérifie comment ça se passe avant de continuer sur le partenariat. Et pour terminer cet épisode de podcast, je voulais te proposer une checklist pour que tu puisses construire un partenariat solide. Voici donc ma checklist pour bâtir un partenariat qui fonctionne, qui soit à la fois équilibré, clair, efficace et qui t'apporte le plaisir et la satisfaction que tu es en droit d'attendre. Premier point, il faut aligner vos valeurs. La personne et toi, vous devez partager la même exigence de qualité, de service client, d'écoute, etc. Sinon, c'est la dissonance assurée. Donc, ce que je t'invite à faire pour que la cliente se sente bien, parce que sinon elle le sent tout de suite, c'est de beaucoup discuter avec la personne, faire des réunions, comprendre ce que la personne a dans la tête, peut-être éventuellement même voir comment elle travaille. Peut-être chacune peut venir regarder comment l'autre fonctionne. Ah, et tu fais comme si, ah, et les process, et voilà ce que tu fais, etc. Plus vous allez en savoir sur la personne, plus ce sera facile de déterminer si oui ou non vous êtes dans les clous, l'une par rapport à l'autre. Deuxième point, définis ton rôle et le rôle de la personne. C'est hyper important, comme je te l'ai dit, c'est source de la plupart des problèmes de partenariat qui périclitent. Donc, qui fait quoi concrètement? Est-ce que tu t'occupes de la gestion, de la logistique? Est-ce que tu t'occupes de la communication? Est-ce que c'est moi? Est-ce que tu es l'interface avec les fournisseurs? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui vas chercher les partenaires? Etc. Hyper important. Deuxième point. Faites attention, et ça c'est vraiment un point clé, la communication, ça doit prendre une part à part entière dans le contrat. Parce que la communication, c'est quand même le but de ce partenariat. C'est cette visibilité que tu cherches à avoir en travaillant avec le réseau de l'autre personne. Donc fais attention aussi à ça, bien définir la communication. Pensez aussi à définir qui prend quelle décision. Parce que là aussi, ça évitera, ça ne fonctionne pas. Donc pensez-y, qui décide de quoi. Troisième point. Qui est-ce qui encaisse les paiements et qui est-ce qui fait les avances de trésorerie? Qui est-ce qui fait ça? Comment est-ce que c'est comptabilisé? Faites le point. Moins il y a d'ambiguïté, plus la collaboration sera fluide. Et ce n'est pas un problème de parler d'argent, c'est juste normal. Parce que quand on organise un événement, il y a de l'argent qui sort, il y a de l'argent qui entre. Et donc, c'est cette histoire de fluide qu'il va falloir gérer. Donc, c'est normal. Il ne faut pas avoir honte d'aborder la question de l'argent, c'est hyper important. Troisième point, pensez à encadrer la communication. Fixez un rythme de mise en avant mutuelle. Ça peut être par exemple de dire « je fais une story et un post par mois et pendant l'événement, je vais faire un post par jour et pendant l'événement, je vais faire un live, etc. » À partir du moment où c'est clair et où il y a une trace écrite de ce que vous décidez, alors là, tout roule. Quatrième point, prévoyez une clause de sortie. Comme je l'ai expliqué, comment est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord? Qui fait quoi? Comment ça se passe? À partir de quand on dit on arrête? Ça aussi, c'est important. Même les plus beaux projets peuvent s'arrêter du jour au lendemain en un claquement de doigts. Donc, prévoir la fin avant le début, c'est sain. C'est ce qui va te permettre justement de doter ça de ta tête et de te concentrer pleinement. Et c'est ce qui va aussi permettre de se séparer en bons termes s'il y a un couac. Ça évite les réactions émotionnelles, ça évite de se froisser pour toujours avec la personne, ce qui serait vraiment dommage. Cinquième et dernier point. Une fois par mois, une fois par trimestre, en fonction évidemment du projet que tu as avec ce partenariat, fais un bilan.
ce qui marche pas, ce qui doit être réajusté, les retours des clientes, elles sont contentes, pas contentes, la communication, ça fonctionne pas, pour pouvoir toujours garder un œil sur l'évolution du partenariat. Et puis, bien entendu, pour fêter les victoires, parce qu'un partenariat, c'est aussi ça, c'est aussi cette relation humaine que tu vas créer, parce que je te parlais d'émotion tout à l'heure. L'idéal, c'est de créer un cadre dans lequel l'émotion n'est pas là. Par contre, le fait qu'après, tu puisses tisser des liens avec la personne, c'est ça aussi qui va faire que dans le temps, tu auras envie de travailler de nouveau avec cette personne-là. Parce que tu sais que ça s'est bien passé, parce que tu sais que tu peux lui faire confiance, parce que tu sais justement que quand tu travailles avec elle, eh bien c'est bénéf pour tous les deux. Win-win. Un partenariat gagnant-gagnant. C'est hyper important d'entretenir cette relation. C'est ça aussi qui va faire que ce sera beaucoup plus sain. Dernier point avant de te quitter. Si ça ne fonctionne plus, un partenariat, ça peut vite devenir une source de stress, de déséquilibre. Si tu sens que tu passes trop de temps par rapport à ce que tu avais prévu, que tu n'es pas à l'aise, que la personne te déçoit par telle ou telle réaction, etc., n'attends pas pour le dire. Le plus vite tu en parles, le mieux c'est. Si ça peut être résolu, tant mieux. Et à ce moment-là, on repart et la relation est encore plus solide. Si toutefois ça ne fonctionne pas, alors il vaut mieux arrêter là. Si le partenariat te prend plus d'énergie, alors il vaut mieux éviter les pots cassés et s'arrêter tout de suite. Et là, je t'invite vraiment à être honnête avec toi-même. Parce que moi, par le passé, j'ai eu plusieurs cas où je me suis accrochée et je me suis dit, c'est pas grave, ça va le faire, nanani, nanana. Et en réalité, non. À partir du moment où il y a quelque chose qui ne marche plus, eh ben c'est la pente glissante. Donc, si tu ne veux pas passer par là, arrête dès le départ. Tu vas certainement regretter d'avoir interrompu ce partenariat. Mais quelque part, ça vaut mieux pour toi de quitter un partenariat qui ne t'apporte plus ce qu'il t'apportait, plutôt que de continuer, t'enfoncer et d'avoir toutes les conséquences négatives que ça pourrait avoir. Que ce soit vis-à-vis de la cliente ou que ce soit vis-à-vis de la relation avec la personne. Parce qu'il vaut mieux parfois se quitter en bons termes avant que ça ne dégénère. Donc c'est très important, je te le dis, il vaut mieux dire à la personne, j'ai adoré collaborer avec toi, mais nos besoins, nos priorités ont évolué. Je préfère qu'on arrête ici pour garder une bonne énergie des deux côtés. Il vaut mieux être franc, honnête et sincère. Donc s'il y a la moindre chose, le moindre grain de sable dans ton partenariat, surtout, dis-le, évoque-le, parle-en. Parce qu'un partenariat dans lequel il y a un grain de sable, ça peut finir en panne générale. Donc fais attention à ça. Et pour une chef d'entreprise, c'est d'autant plus important parce que tu n'as pas le temps d'accorder tout ton temps et toute ton énergie à tous tes projets. Donc si tu as un projet qui va moins bien, et dans lequel tu ne te sens pas à l'aise, etc., bah, il vaut mieux que tu dises stop et que tu passes à autre chose. Parce qu'il faut que tu prennes soin de tes projets comme tu prendrais soin de toi. En résumé, si vous avez bien suivi cet épisode, vous l'avez compris, un bon partenariat, un partenariat qui réussit et qui est potentiellement durable, c'est un partenariat qui repose sur la clarté du cadre, etc., sur la communication qui existe aussi entre les personnes du partenariat et qui plus est, plus vous êtes nombreux, plus c'est important parce que parfois on fait une soirée à plusieurs personnes et donc si on ne communique pas correctement et de manière fluide avec tout le monde, ça peut malheureusement ne pas fonctionner. Troisième point, la réciprocité comme je t'en parlais tout à l'heure. Et enfin, et c'est le socle de tout, la confiance. Et encore une fois, comme je te le disais, la confiance, si elle est écornée, malheureusement, ça sent mauvais. Fais attention à ça. Tant que tu as confiance en la personne, go. Si tu as, pour la moindre raison que ce soit, un début de doute, alors fais-toi confiance. Suis cette intuition qui te dit il y a un truc qui ne va pas. Parle-en avec la personne. Et encore une fois, si tu peux trouver une solution, super. Mais sois tout de même toujours prudente. Parce que pour le coup, quand la confiance est écornée, ça peut vite dégénérer. Dans tous les cas, n'oublie pas, avant de dire oui à un partenaire, quel qu'il soit, dis oui à toi-même, à tes valeurs, à tes limites, super important, mais aussi à ton intuition. Et là, je parle vraiment de cette histoire de confiance, de petite voix dans ta tête qui te dit d'instinct, quoi, quelque part. C'est louche, ou il y a un truc qui va pas, ou ça me dérange. Sois attentive à tes réactions, à tes émotions, parce qu'elles ne trompent pas. Ce sont des signaux d'alerte. Tu dois les prendre en compte. Parce que souvent, ton instinct, c'est avant toi qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce guide complet et ultra concret t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le partager à une personne de ton entourage. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi noter l'épisode, laisser un commentaire et venir m'en parler sur Instagram. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À la semaine prochaine. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un article en lien avec cet épisode sur le blog. Je vous mets le lien en description.